Bonjour, bienvenue. Je suis Eric Boschman. Vous écoutez Qu'on se le dise. Je suis en compagnie de toute l'équipe aujourd'hui. Cassandre, Gary. Ouais, enfin, la réalisation est assumée par un zombie. Et nous recevons tous ensemble Olivier Paul Morandini, grand vigneron, 1m80. Il vous expliquera tout ça tout de suite. Olivier, bonjour. Bonjour Eric. On va pas faire semblant de ne pas se connaître. On se connaît depuis combien de temps? Longtemps. Hein. Alors la première fois, c'était avec mon papa et ma sœur. On était dans un restaurant qui s'appelait Le Pain et le Vin. Oui, mais non, t'avais 12 ans à l'époque. Ah, mais c'était le tien, ça. Mais Ouais. tu m'as aimé ce jour-là. Oui, t'avais 12 ans, c'est normal, ça m'excitait déjà. Et non, moi je me souviens du jour où tu m'as appelé pour venir déguster les vins à la winery. Histoire de fou. Pour déguster tes vins. Parce que alors, tu as découvert un domaine. Si, tu m'as appelé. Non, non. Non? Avant ça, on était au Illy Café Avenue Louise. C'est vrai. Je te croise et je te dis, Eric, nos pères étaient sur les bancs d'école ensemble. Et ta mère a fait ton service militaire avec mon père. Voilà. Et ça, c'est déjà un truc qui fait bizarre. Quand un gars que tu ne connais pas te dit « Ma mère a fait son service militaire avec ton père », tu fais « Oh, ah bon, je ne savais pas qu'il y avait des femmes dans l'armée à cette époque-là. » Il y avait un service social à l'armée. Voilà. Ouais, et, il y avait donc des assistantes sociales et ma mère a fait partie de ce service. Tout à fait. Et mon père était resté un week-end, on lui a arraché les dents. Ouais. Et depuis lors, on l'appelle Gros Lapin. Voilà. Parce qu'il avait un bandeau avec son nœud dessus, sur les deux oreilles de lapin. Il faut savoir, c'est qu'il me raconte ça, et donc j'appelle mon père en disant « Hé, Gros Lapin !» Et l'autre me fait « Mais comment tu sais ça ?» Ça, c'est un jour. Donc, tu es vigneron en Italie. Apprenti vigneron. Domaine où il en est apprenti vigneron toute sa vie. Domaine Furimondo. Au-delà du monde. Au-delà du monde, le bout du monde en tout cas. Raconte. L'histoire est assez dingue et je ne vais pas la raconter moi-même puisque c'est toi l'invité. Mais c'est la conjoncture de plusieurs paramètres. Il y a l'attachement très très profond à mon grand-père, Lino, qui est un immigré qui a quitté son Frioul natal. Il n'était pas loin d'être analphabète. Hein. Il avait quitté l'école à 12 ans. Et il y a 100 ans, on pouvait quitter un pays en Europe parce qu'on n'était pas d'accord avec le gouvernement en place, même si on était ignorant. Aujourd'hui, c'est plutôt rare. Et donc, il est arrivé. Donc, il a laissé son frère parce qu'à l'époque, c'est les hommes qui partaient. Hein. Les femmes restaient. Les femmes n'émigraient pas. Mais les femmes devaient prendre la carte du parti pour s'assurer un job. Et donc, mon grand-père a laissé son frère dans les Ardennes françaises, et parce qu'il a dû, à mon avis, rencontrer Jeanne dans un bal en Ardennes belge, il a posé ses valises à Aunay, un magnifique petit village près de Borin, entre Ouélin et Borin. Voilà, il a éduqué 4 enfants qui ont tous fait des études. Il leur a pas appris l'italien parce que on ne voulait pas qu'on les moque en cours de récréation. Et je pense qu'il a acheté sa voiture. La première voiture, il devait avoir 55 ans. Et donc, il était maçon, petit entrepreneur. Et puis, il a fait tout ça à vélo, avec ses outils dans son dos. Olivier, est-ce que je peux te demander de parler un petit peu plus dans le micro ? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a Paul, là, le zombie à la régie, qui me fait « Gary, il faut parler dans le micro !» Bien, tu viens de tout casser. Parce que c'était bien jusqu'à présent. Désolé. Non, mais on c'est bien. était partis. On continue. Avec Lino, ses outils dans le dos sur le vélo. On y était, à Aunay, en plus. Et puis, moi, je ramène un peu à la réalité, remets le hein. micro plus près. Moi, je ramène à la Tu réalité. vois, c'est le problème. Tu prends des jeunes avec toi, ils n'ont rien à branler. C'est déjà 30 secondes, ils ont décroché. Déjà, au niveau de leur attention, c'est foutu. Donc, le grand-père fait 4 enfants. Voilà, puis fascination pour l'Italie. Je me rends compte que quand on part en vacances là-bas, on traverse la frontière, je me sens mieux là-bas qu'ici. Hein, le dernier qui quitte la Belgique, il éteint la lumière. Il enlève le bouchon. Et puis la passion de la table, cet endroit où on passe de tellement bons moments avec les gens qu'on aime. Donc il y a un rapport à la nourriture et au vin qui est là de par la famille. Mais ta jeunesse,
Tu fais plein de trucs, tu fais plein de métiers, tu étudies aussi un petit peu. Disons que j'étais inscrit dans une école. Oui, c'était pas le truc le plus important de ta vie. Et tu fais plein de machins. Tu as bossé en restauration, tu as fait plein de trucs. Oui, en fait, donc je pars à l'époque, alors j'ai terminé l'IEX, une période incroyable où c'est vrai que j'étais inscrit et j'ai pas donné le meilleur de moi-même en tant qu'étudiant, mais l'IEX par contre m'a donné beaucoup de possibilités. J'ai travaillé beaucoup en tant qu'étudiant durant cette période de l'IEX et j'ai touché à plein de domaines pour canaliser ce vers quoi je voulais peut-être aller. Et je ne trouvais pas. Je termine l'IEX, j'envoie 280 lettres de motivation accompagnées de CV, je ne reçois aucune réponse jusqu'à ce que le doute me prenne. Est-ce que j'ai mis un timbre sur ces enveloppes, tu vois? C'était pas des emails. T'as commencé à le prendre personnellement un peu. Et donc la fierté me maintient debout et je me dis en fait voilà je vais pas pouvoir travailler pour quelqu'un parce que quelqu'un ne me veut pas et ce quelqu'un c'est tout le monde. Donc je fais un petit contrat de 6 mois où je remplaçais une RP c'était une société d'Éric Évrard à l'époque qui avait les salons Média Planète, salon de l'étudiant, Art Brussels. Et puis 6 mois après, je propose à Éric de faire un projet sur l'Amérique du Nord et donc de canaliser des producteurs de produits de terroir et de passer au travers des cofinancements de la PAC pour leur permettre d'augmenter leur part de marché sur les États-Unis et le Canada. Il me dit « Ok, tu as tout à disposition, sauf le salaire. Hein. Donc, secrétaire, et voilà. Donc, je pars au Canada pendant 3 mois pour faire un projet d'études. Je me rends compte qu'avec la réglementation nord-américaine, c'est très compliqué. Mais dans mes rencontres, je fais un rendez-vous avec un commissaire industriel à la communauté urbaine de Montréal et il me parle du fameux 911 qui est leur numéro d'appel d'urgence en Amérique du Nord, donc commun avec aujourd'hui le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et donc, j'ai dit, ça m'intéresse, j'étais curieux. J'étais curieux, donc je visite la centrale 911 de Montréal. Et quand je reviens au Bredouille, donc, pour ce projet avec Éric Évrard, quand je reviens à Bruxelles, je fais un rendez-vous avec l'administrateur principal de l'unité de protection civile de la Commission européenne. Et je lui pose la question sur le numéro d'appel d'urgence européen. Et donc, il me dit qu'il y a une décision du Conseil de juillet 91, mais qu'en fait, rien n'est mis en œuvre. Et donc, on a une discussion de 2 heures, et je reviens 1 mois après, et il était là avec son chef d'unité, et je lui propose de monter une plateforme neutre de discussion où on rassemblerait toutes les parties prenantes, donc l'industrie qui fournit des services et des technologies, les utilisateurs professionnels qui sont les services d'urgence, et le citoyen au travers de celui qu'il a élu, donc le politique, pour discuter en vue d'un renforcement réglementaire pour apporter des critères de qualité sur toute la chaîne d'intervention d'urgence en Europe, et donc, grosso modo, pour sauver davantage de vies. Voilà. Et de ça, on arrive au pinard. Alors, ça a pris 12 ans de lobby intense au sein des institutions européennes, mais alors, j'ai adoré ce projet parce que j'ai appris tout sur le tas, qu'on avait une véritable indépendance. Hein. Je me souviens, il y a 25 ans, on m'avait proposé d'intégrer un parti politique. Et un très cher ami j'en parle à un très cher ami, et il m'offre un bouquin qui s'appelle le syndrome du berger, qui est en fait l'analyse, la relation entre le gourou et les disciples. Donc ça, c'était sa réponse. Donc je n'ai jamais fait de politique, mais j'avais à l'intérieur de cette organisation que j'ai créée, donc qui s'appelait INA, European Emergency Number Association. On avait un pouvoir important dans le sens où on n'avait pas de compromis dans ce qu'on disait, et on a eu une approche très fédératrice, mais c'était
on était assez ferme dans nos actions. Donc on a déposé plainte contre la Commission européenne, contre ses États membres, etc. Donc, et j'en avais marre de tout ça parce que finalement c'était assez violent verbalement, mais c'était violent. C'est drôle comme quand on tente de faire du vertueux, on est tout de suite suspicieux. Et donc ça va pas des gens qui essayent de faire du bien. Je me souviens d'un gars du lobby de l'industrie automobile qui, à chaque fois qu'on se voyait, me disait mais de qui es-tu le sous-marin, ne comprenant pas qu'un lobby peut être aussi citoyen et pas mercantile. Vous avez créé le seul lobby citoyen réel jusqu'à présent. Bah, disons que non, c'est pas le seul lobby citoyen. Il y en a, mais ils sont pas très visibles. Et moi, ça me fait rire parce que alors on parle de transparence pour l'accès des lobbies au Parlement européen, etc. Il faut quand même se rendre compte, il y a des chiffres qui sont très évocateurs. Il y a à peu près 30 000 personnes qui travaillent pour les institutions réunies, institutions, conseil, commission, parlement, et on a le même nombre de lobbyistes. Et donc c'est un rapport 1 pour 1. Et donc ces gars qui vont boire des coups avec les assistants parlementaires, qui vont au travers d'opérations pas qu'à l'intérieur du Parlement européen où il faut signer une fiche, mais à l'extérieur. Donc il y a toute une activité qui grouille avec l'objectif de rallier des gens à leurs objectifs. Des causes, c'est... 30 000 lobbyistes, 30 000 on va dire fonctionnaires. Combien d'espions? Combien d'espions? Combien d'espions? Oui, mais voilà les espions, je ne sais pas, mais c'est fou de voir. Il faut quand même se rendre compte que, voilà, on travaille avec beaucoup de députés. Il y a très peu, très peu. On a trop d'une main pour compter le nombre de députés pour qui on n'écrivait pas les discours, pour qui on n'écrivait pas les interpellations parlementaires, et donc qui ont une réelle indépendance et autonomie. Donc un lobby, grosso modo, c'est quelqu'un qui frappe à la porte d'un député et qui offre un all-in. Hein, c'est ça. Et qui doit être plus ou moins en harmonie avec la philosophie, l'idéologie du groupe politique. Mais ça permet un gain de temps énorme. Et ça se comprend aussi parce que, voilà, on pense au salaire du député, 20 000 euros, grosso modo. On pense ça énorme. Avec ça, il doit payer son équipe. Et son équipe doit être alerte sur toutes les problématiques que le député doit traiter. Et ce sont des vies de fous. Et ça demande une compétence, une connaissance et des ressources qui sont énormes. Donc il y a un moment où on fait vite le tour du budget qu'on a pour se payer 2, maximum 3 assistants. Et donc on va chercher ces ressources à l'extérieur. Et c'est là où il faut comprendre le double langage d'un lobby qui va dire quelque chose, avancer un argument qui répondra à une éthique du groupe politique, mais qui, en fait, une fois qu'elle est décodée, n'est qu'un argument marketing. Et derrière, la réalité est tout est contraire. Bon, alors, donc j'en ai marre. J'en peux plus. Et j'avais depuis quelques années, parce que je dormais avec mon téléphone portable, je m'envoyais des textos pendant la nuit j'avais quand même une vie qui était un projet qui était très enrichissant et très prenant. Est-ce que tu te parlais à toi-même en disant nous à la Alain Delon et tu t'envoyais des textos en te disant je t'aime à la fin ou Tu sais, tu vas rire, mais oui. En fait, je m'entraînais en voiture, donc tous mes trajets en voiture, c'était des joutes. Et je me posais les questions qu'un opposant pouvait me poser. Et donc oui, je m'entraînais, je me parlais à moi-même. J'ai toujours dit que ce mec n'était pas clair. Donc j'en ai marre. Et j'avais depuis un certain temps, j'avais besoin d'air, j'avais besoin de respirer. J'avais l'Italie que je rêve depuis mon enfance, qui était là en permanence. Et puis mes antennes étaient ouvertes. En 2003, lors de vacances avec des amis en Toscane, on est dans un restaurant. Et puis l'ami qui nous accueillait sur place et qu'on invitait nous dit « Ah, tiens, prenez ce petit vin, c'est un vin local qui est très bon, etc. » Non, peut-être. On a pris 3 bouteilles, mais c'était tellement bon. Et donc, il y a un coup de foudre par rapport à ce vin qui s'appelait Volpaiol et la tanière d'Ernard.
et qui était un assemblage de 50% Sangiovese et 25 Cabernet, 25 Merlot. Et donc, je décrète que nous allons visiter les gens qui sont derrière cette bouteille le lendemain matin. On était dans une petite Volkswagen, là, et alors le bas de caisse qui touche la route, c'était une route improbable, et on arrive sur cet endroit. Et la première impression que j'ai en arrivant dans ce petit plateau qui est déposé entre deux vallons et que tu connais, qui nous permet de voir le Monte Amiata à l'est et jusqu'à l'île du Giglio, tout le golfe de Follonica. Les Américains disent déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Et l'endroit me parle. Et donc, voilà, ça c'est la première sensation. Après, on voit Emily in Paris, Olivier in Italie. Ah non, avant Emily in Paris, pardon. Avant. Et donc, je rencontre Liliana et Armin, à qui on dit, voilà, on aimerait acheter du vin. Ah non, on ne vend pas de vin aux particuliers, on vend qu'aux professionnels. Bon, ils ont 1 hectare, ils font 4-5 000 bouteilles. Ils ont créé ce petit domaine, ce micro-domaine, quand ils ont pris leur pension. Ils sont suisses. Ils sont suisses, de Zurich. Et Mais il faut bien préciser, ils sont suisses de Zurich, parce que oui. c'est des Suisses alémaniques. Drôle comme des Suisses alémaniques. Oui, ces gens ne crachent pas quand tu fais une dégustation. C'est drôle, faire une dégustation en Suisse alémanique, c'est particulier. Et donc, oui, je suis lobbyiste. Donc le fait qu'ils me disent non, ça me fait pas trop peur. Il va dire oui. Il va dire. C'est une question de temps, mais il va dire oui. Donc on est sur une grande table. Ils ont la gentillesse de nous faire une dégustation. Par contre, une verticale. Ils ouvrent 7 ou 8 millésimes. Et Liliana est à un bout de la table et Armin est à l'autre bout. Et moi, je suis à côté d'Armin. Et donc, de manière récurrente, je reviens en jour. Ouais, on peut avoir quelques cartons. Et Liliana observe ça et chaque fois tape sur la table en disant non, Armin, on ne vend pas aux particuliers. Non si vende al privato. Bref, on repart bredouille. Et moi, 6 mois après, j'ai une conférence à Florence sur le 112 et j'appelle Armin et Liliana. Et je dis, mon frère vous a visité l'été dernier. Je voulais que tu racontes cette histoire-là. Il est magnifique, mais attends, vous allez voir, c'est de la folie. Tu t'es fait passer pour son propre frère. Oui. Donc, je n'ai pas de frère. Je n'ai pas de frère. Et il m'a dit que vous faites un bon petit vin. On a un restaurant à Luxembourg et on aimerait prendre 300 bouteilles. On peut venir ce week-end. Tout ça est faux. Il n'a pas de restaurant, il n'a pas de frère. Et donc, ah oui, bien sûr, me répond-il. Ah, super. Donc, j'appelle Pablo et Ludovic. Je dis, voilà, j'ai réussi à avoir des bouteilles du domaine là, en Toscane. Descendez avec une petite camionnette. On passe le week-end en Toscane. Il déboule avec la camionnette. Et puis, je laisse Ludovic, avec qui j'ai découvert l'endroit, sur la piste. Je lui dis, on a pour un quart d'heure. Je lui prends ses lunettes que je ne portais pas à l'époque, et on arrive, pensant en avoir pour un quart d'heure pour charger, et puis... Attends, tu t'es déguisé. J'ai pas déguisé, j'ai juste mis les lunettes de Ludovic. Je dis bonjour, je suis le frère... je ne vais pas donner les prénoms, mais je dis voilà. Et alors, on fait une dégustation verticale qui prend 2 heures. Et il y a l'autre Lulu, là, qui est sur la piste et qui n'en peut plus. On est quand même... je crois qu'on est en novembre ou décembre et voilà. Et donc, je répète ça chaque année. Donc, chaque année, mon frère, que je n'ai pas, va prendre 300 bouteilles qu'on mutualise entre copains. Voilà. Le 6 décembre 2008, j'arrive, et c'est ma plus belle Saint-Nicolas, parce qu'entre-temps, on est devenu copains. Hein, on s'est Mon frère est devenu copain avec... Pas toi, ton frère est devenu copain avec... Et donc, on s'est un petit peu confié. Hein. Et j'attends ce moment, parce que j'avais compris qu'aucun des 3 enfants n'était intéressé par la reprise de ce domaine qui faisait un facturé de 50 000 €. Donc voilà, ce domaine était payé, ils n'avaient pas besoin de faire d'argent et ils vivaient très bien comme ça. Donc ça n'intéresse personne. Et j'arrive, j'ai réveillé Liliana dans sa sieste. J'arrive un peu tôt l'après-midi et elle me dit, on doit te parler. Et là,
J'attendais ce moment, il est là, mes antennes sont bien droites. Et il me dit, on n'y arrive plus, c'est trop dur. On remet et on aimerait remettre à toi. On aimerait que tu reprennes le domaine. Tu as démontré que ce qu'on fait, ça te plaît, que plusieurs fois tu nous as demandé si tu pouvais venir travailler. Ok. Et je dis, super, de quel prix parle-t-on ? Moi, je suis en mesure de rien négocier du tout. J'ai pas un bal. Rien. Moi, je fais 112. Pour financer le 112, j'ai travaillé pendant 3 ans dans 2 restaurants le soir. Donc, j'ai 0. La seule chose qu'on a, c'est nos parents, à l'époque, avec la maman de mon gamin, nous ont aidés pour acheter une maison à Saint-Job. Et donc, il me donne le prix, qui ne m'affole pas. Il n'a pas de raison de m'affoler. Ça pouvait être la moitié ou 2 fois plus. Voilà, je n'étais pas en mesure de discuter. Et donc, instinctivement, comme ça, je n'ai rien. De but en blanc, je dis j'achète, mais bon, laissez-moi un an, je dois m'organiser. Donc, ça part comme ça. Et donc, je viens sur place tous les mois, 1 semaine, pour commencer à apprendre ce nouveau métier. Attends, toi ou ton frère ? Mon frère. Attends, on va revenir à mon frère. Et alors, le midi, je mangeais avec eux, et puis le soir, je devais aller manger tout seul, et je revenais après avoir mangé dans le village, et puis là, je pouvais m'asseoir avec eux dans le canapé à regarder des émissions italiennes. Et puis, lors d'un de mes séjours chez eux, je reviens, je m'assieds, et puis à un moment donné, on regardait la télévision, et puis Liliana ne tourne pas la tête, et elle me dit au fait, comment va ton frère ? J'imagine le moment. Je la connaissais pas, celle-là. Et je lui dis, mais Liliana, je n'ai pas de frère. Et elle me dit, on savait. Ça a duré combien d'années ? Donc voilà. Et je pense que ça a duré 5 ans, 6 ans. Ouais, et je pense que c'est probablement la raison pour laquelle c'est à moi qu'ils ont voulu vendre. Ils se sont dit, celui-là, il a l'air un peu motivé quand même. Déjà, ils sont 2 dans sa tête. C'est incroyable. Donc voilà. Et alors, on va créer une société ensemble de laquelle je vais acheter des parts. Et donc, coup de bol incroyable. Donc, moi, finalement, je suis parti tout seul parce que je me séparais à cette époque. Je pars tout seul en Italie. On vend la maison. Et donc, on fait un coup de bingo parce que c'était juste avant la crise de 2008. On a fait, en 3 ans, on a fait x3 ou x4. On avait fait un bijou de cette maison. Il y avait un jardin derrière. On avait fait mon premier vignoble. J'avais 18 plants de fragolino. Voilà. Et donc, ça permet le premier apport. Et puis après c'est un peu la merde, quoi. J'ai 3 échéances pour finaliser le paiement. Mais dans l'achat, j'ai 3 millésimes de vin. Donc, et je vais multiplier par 3. Je vais tout vendre aux États-Unis. Et puis, petit à petit, finalement, ça se met en place. J'étais un petit peu dans un rôle d'usurpateur, beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui, parce que je vendais un vin qui n'était pas le mien. C'est difficile de vendre du vin d'un domaine qui est, entre guillemets, le tien, et de ne pas être vigneron, ou de ne pas comprendre. Parce que là, il y a aussi un aspect qui est très intéressant, c'est l'ignorance. Qu'est-ce que tu fais avec ton ignorance ? Et donc, je vais très vite changer. Je ne vais plus jamais refaire le vin qui m'a fait changer de vie. Parce que je change un seul paramètre. C'est incroyable parce que le vin que tu fais aujourd'hui est à 180 degrés de ce que tu as aimé. Ouais. Ça, c'est le truc le plus fabuleux. C'est que moi, j'ai encore des bouteilles de Volpaiol. Il m'en reste 2. Ouais. Qu'on les boive un jour, quoi. Mais c'est ce vin du départ. Je suis allé avec toi aux États-Unis. Je me souviens, à New York et à Boston. Non, New York et Washington DC.
J'ai reçu une boussole à Washington. La boussole. Et la boussole. Tu te perds moins depuis. Tu es toujours autant en retard, mais tu te perds moins. J'étais à l'heure aujourd'hui. C'est chez moi. Donc c'est plus facile. Et ce vin qui t'a fait aimer l'endroit, en fait, qui t'a permis d'y prendre pied, tu l'as complètement transformé et quelque part refoulé. En fait, je l'ai mis au placard. Et en fait, c'est dingue parce qu'il y a plusieurs choses. Donc, l'ignorance, pour moi, c'est ce qui m'a permis de trouver mon identité. Parce que je n'ai aucun complexe à remettre à plat ce qu'on appelle la tradition. Et c'est fou parce que Gérald parlait de la création. C'était oser remettre en question la tradition. Et donc, la tradition, ça peut être très confortable pour se planquer derrière et pour ne pas faire d'efforts. Mais voilà, la tradition, c'est comme la démocratie, c'est quelque chose qui se nourrit en permanence et qu'on doit remettre en question en permanence. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'isole mes cépages dans l'élevage. Armin, il faisait l'assemblage à l'entonnage, donc durant la mise en barrique, et donc il n'a jamais goûté. Sur les 2 décennies où il était vigneron, il n'a jamais goûté son Sangiovese tout seul. Et moi, c'est la seule chose que je change. Et durant l'élevage, je goûte le Sangiovese, et là, j'ai un vrai coup de foudre. Rien à voir avec le coup de foudre que j'ai eu pour Volpaïo. Et donc, je lui fais une promesse, c'est qu'avec moi, il va rester vieux garçon, et jamais plus je le marierai avec du Merlot ou du Cabernet. Et la chose incroyable, c'est que j'avais une parcelle qui était complantée en 1930. Armin m'avait dit « Ouais, ça c'est du Sangiovese ». Et moi, la première année, je lui ai dit « C'est dingue parce que c'est quand même... Enfin, moi, je pars quand même de zéro, quoi. Je sais pas. » Complanté, ça veut dire quoi? Complanté, en fait, c'est... Tu as une parcelle, mais pas d'une variété, mais de 10-15 variétés. Ça, c'était la tradition toscane, paysanne toscane. Partout, c'était partout. À part dans les vignobles septentrionaux, en Bourgogne, en Champagne et tout, mais au Portugal, c'est une vraie tradition aussi. En fait, ils se prémunissaient des maladies de la vigne en mélangeant les variétés, en se disant qu'il y en a certaines qui résisteraient mieux en cas de coup dur, quoi. Et ça marchait bien? Alors, pour moi, il y a 2 aspects. Alors, donc, juste que je reviens sur ma micro-parcelle complantée. Donc je vois que c'est pas tout du Sangiovese, et donc je fais recenser, et en fait on recense 12 ou 15 cépages différents. Et donc le millésime qui suit, je m'emmerde à faire des micro-cuvées sur chacun de ces raisins en Dame Jeanne, donc des grosses bouteilles, des grosses bonbonnes de verre de 54 litres. Et donc c'est laborieux, c'est compliqué, mais je voulais comprendre le rôle, il est soit organoleptique, soit technique, du cépage en assemblage. Et aujourd'hui, je ne fais que des cuvées monocépages parce que j'ai découvert un monde. C'est comme si on avait fait un bond en arrière de 100 ans et que j'avais pris une tangente sur l'interprétation. Mais la complantation, oui, il y a une raison. Pourquoi est-ce que les gens complantent ? Alors, il y a la raison qui est facile de dire le paysan, il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, en cas de maladie, c'est ce que Eric vient de me dire, quoi. Accident climatique, etc., il y a ça. Mais il y a autre chose derrière. Et il faut faire confiance aussi au parcours noble d'un paysan. C'est la construction du goût. Et ça, c'est un processus séculaire où l'homme va apprivoiser un endroit, ses vents, ses expositions, ses sols, et le combiner avec un goût. Et il faut bien comprendre qu'un paysan, il ne fait pas du vin pour lui, il fait du vin pour le vendre. Et souvent, le bon vin, on va le vendre. Et donc, il doit avoir des qualités techniques pour permettre de tenir dans le temps, de tenir dans le voyage, etc. Donc, on va assombrir le vin avec le colorino, avec l'alicante bouché, donc qui sont des cépages teinturiers, donc ça c'est un rôle technique. Et puis on va lui apporter du floral avec l'alicante, grenache, avec du fruité avec le chile giollo, etc. Et donc
sont tous des cépages qui ont soit un rôle technique, soit un rôle Mais organoleptique. tout ça, t'as appris par la suite. Après avoir acheté ta parcelle et tout ça, t'as commencé à apprendre le vin. Ben, En autodidacte. Ah, en autodidacte toujours, t'as pas fait de cours ou quoi? Non, j'ai eu très peu de courage. Alors déjà, j'étais pas très fort à l'IEX pour mettre ma tête dans un syllabus, mais je me suis rétracté. Je m'étais inscrit à un master en œnologie à l'université de Pise, et à la dernière minute, je me suis rétracté, par manque de courage, et deux, parce que je ne voulais pas acquérir une connaissance institutionnelle encadrée où on me donnait une recette de le vin, c'est ça, etc. Je voulais faire ce parcours de bon sens paysan où j'apprends par mes propres observations, par mes propres erreurs, et j'arrive à conduire une ligne d'identité qui sont les vins que je fais pour moi parce qu'ils me plaisent, parce que j'arrive sur place et je me rends compte que je n'ai pas de goût, j'ai celui de mon père. Et le goût de mon père, c'était Bordeaux, voilà. Mon père était Bordeaux, donc moi, mes références étaient Bordeaux. Et j'ai une première émotion qui était chez Max Garçon Coiffeur, qui est maintenant l'actuel Camo, où je bois un Sangiovese de Gianmaria Lecoste. Donc, et là, je me dis, waouh, mais j'ai du Sangiovese. Et donc, j'essaie de comprendre ce qui me plaît. Et en fait, ce qui me plaît, c'est la fraîcheur. Et donc, je voulais faire du structuré, je voulais faire de l'élégant, mais je voulais faire du frais en finale de bouche. Ce qui n'est pas vraiment la marque de fabrique en Toscane, où on est plutôt sur cagnard après cagnard, donc à chaque millésime, sur des vins assez extraits, très élevés. Très construits. etc. Bon, voilà. En fait, ta signature, c'est une signature difficile, c'est quelque part une forme de spontanéité. Et je pense que c'est une évolution énorme dans le vin, dans la cuisine aussi. Il faut pouvoir revenir à la spontanéité. Et pour ça, il faut être débarrassé de tous les artefacts que l'on peut s'infliger au cours d'une vie. Et donc, pour être libre, il faut avoir la capacité de connaître, mais en même temps de connaître sans être inféodé à un modèle. Voilà. Et pour moi c'est quand on arrive à l'équilibre qu'on révèle une identité. Et c'est quoi l'équilibre dans le vin ? Pour moi, c'est trois aspects. C'est la matière, c'est l'acidité et c'est l'alcool. Et si un des trois paramètres prend le dessus sur les deux autres, on est dans des équilibres. Mais par contre, si on ne sent pas un des trois détaché des autres, on est dans l'équilibre. Et la matière, c'est quoi ? En général, c'est la première question à laquelle ne répond pas un vigneron. J'ai une parcelle, je peux produire 80 hecto-hectares, donc je vais produire 80 hecto-hectares. Ah, attention, parce que ce que tu te dis, ton voisin se le dit, et son voisin, la même chose, etc. Et en fait, on fait des vins très similaires. Or que il faut comprendre qu'on va jusqu'au maximum du potentiel de la vigne dans un endroit donné, sur un sol donné, mais que si on taille un peu plus court, on va gagner en complexité et on va gagner en identité. En taillant plus court, si on fait la sélection en rendement à la taille, on se rapproche aussi du sol. Et pour moi, le vin, c'est avant tout le sol. On parle de terroir. Le terroir accueille une vigne et lui permet de plus ou moins s'épanouir. Mais pour moi, si on est capable de percevoir le sol en dégustation, c'est quand même quelque chose un objectif qui est en tout cas poursuivi en ce qui me concerne. Mais le terroir, c'est toi avant tout. Mais c'est comprendre ça. Donc moi, je suis parti. Moi, je fais des rendements à 25-40 hecto-hectares. Je pourrais faire 3 fois plus. Alors, honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça représente. Ça représente, en fait, grosso modo, c'est une vigne, elle a 15 grappes ou elle en a 5. Ok. Donc, tu décides de la laisser jusqu'à ce qu'elle son maximum de potentiel, en fonction d'où elle se trouve, de l'année, etc. En termes de volume, et pas en termes de goût nécessairement, quoi. C'est ça. Mais le volume a un impact direct sur le goût, parce que plus tu as de raisin, plus il va être dilué. Ok. Et donc, moins le rapport de contact surface de la peau pépin va être important.
Et donc, or que toutes les saveurs sont là. Et tous les pigments sont là aussi. Et donc, c'est intéressant aussi d'un point de vue sociologique de comprendre, et psychologique de comprendre le rendement. Donc, le rendement, c'est on veut produire le maximum. Et puis, après, dans le processus de fabrication du vin, donc dans la fermentation, bien, il y a quelque chose qu'on appelle l'extraction. Donc, c'est quand la carbonique va lever le chapeau composé de pépins, de pulpe, de peau, de rafle, si on en laisse. On va prendre le jus qui est en bas, le remonter à l'aide d'une pompe, on peut faire des pigeages, etc. Mais on fait souvent des remontages. On va mouiller le chapeau, le casser, et en cassant ce chapeau, on va charrier ces peaux, ces rafles, ces pépins, qui vont en extraire les pigments, les tanins et les arômes. Ok. Mais pourquoi on va souvent sur des processus d'extraction poussés? C'est pour compenser les 80 hectares qui sont plus dilués. T'as perdu un peu de goût. Et donc, on va rechercher la matière. Okay. Mais plus on extrait, plus on perd de fraîcheur. Et donc c'est à ce moment-là, dans ce processus-là, que tu utilises les cuves en marbre. C'est après. Encore après. Ça, c'est après. J'ai eu tort, je suis désolé, j'ai eu tort. Ça, c'est après. Je lui ai parlé. Oui, on va y arriver. Mais voilà, le marbre est un élément de cette quête que j'ai de la fraîcheur. Attends, en fait, c'est exceptionnel d'entendre ça maintenant, alors que la semaine passée, on était... c'était l'union des Grands Crus de Bordeaux. Oui. Et là, c'est méga traditionnel et tout ça. Et ici, on est complètement sauf décalé. Que le gars te parle d'autre chose. Il a une autre approche. Comme Olivier, mais il faudrait que les gens aient écouté les épisodes, oui. C'est qu'il vient de nulle part aussi. Il est parachuté dans le vin, mais il n'a pas du tout la même démarche intellectuelle. Il pose des questions, mais qui sont d'autres questions que celle-ci. Ici, on est dans un truc qui est complexe. Il ne pourrait pas l'appliquer sur un domaine de 85 hectares. C'est ça, parce qu'il est en recherche en permanence, et à 85 hectares, tu deviendrais fou. Déjà que tu n'es pas net. On a dépassé l'échelle humaine à 80 hectares, donc ça me dépasse aussi. Mais voilà, et donc en fait, arrive... J'avais pas les paramètres de toute l'équation, mais 2017, pour moi, est un millésime qui me fait basculer sur un peu plus de compréhension, parce qu'on est à la mi-août, et on a une prévision sur les températures qui est à la hausse. On est quand même déjà bien chaud. Et les 3 semaines qui arrivent, ça va être encore beaucoup plus chaud. Donc, on s'apprête à faire des vins à 16 degrés, 17 degrés. C'est ça. Et donc, moi, je me dis, tant pis. Je veux faire des vins cohérents. Si je veux de la fraîcheur, je vais vendanger sans arriver à la maturité félonique. Et tant pis. Mais j'aurai des vins frais. Ils vont pas mériter leur étiquette. Mais au moins, ce serait cohérent. Okay. Et donc, 23 août, j'enlève les raisins les plus exposés, donc côté après-midi. Donc, je déleste la plante plus ou moins de moitié de sa charge de raisin, qui va lui permettre de repartir dans son processus de photosynthèse, où elle va apporter du sucre et de l'oxygène à ses raisins, pendant une autre semaine. Et une semaine, c'est beaucoup. Et j'arrive une semaine après et j'enlève l'autre côté. Donc c'est le chaos total. J'ai dû acheter des cuves, louer des cuves. Attends, et ces deux-là, tu peux pas les mélanger? Attends. Ah. Tu vas trop vite, Gary. Tu vas aller... Et la seule précaution que je prends, parce que je ne suis pas à la félonique optimale, c'est que je fais une extraction, une macération très courte, comme je fais sur ma cuvée d'Aco, qui est grosso modo un rouge frais qu'on boit en été sur le bateau, si on en a un, ou sur la barque. Et donc, c'est un rouge où je mets... Voilà, ça part en fermentation, 4 jours, clac, je presse, et puis c'est un bonbon. Et donc, c'est la seule précaution que je prends. Et je n'aurais jamais fait un aussi beau cabernet, qui est quand même très sujet à ce végétal qui lui fait mauvaise presse à juste titre. Et j'ai jamais fait d'aussi beau cabernet qu'en 2017. Et là, j'ai l'élément qui me manquait dans cette équation. Ok, je fais un rendement faible, mais ce rendement faible m'ouvre le spectre
des possibilités de vinification. Et donc, vu que je cherche la fraîcheur, j'ai la possibilité de faire une extraction très courte. Et c'est la crème de la crème, en fait. La concentration, je l'ai. Je n'ai pas peur de ne pas faire d'extraction. J'ai cette matière. Par contre, j'ai de la fraîcheur. Et donc, cette ignorance qui m'a permis de défragmenter tout, de remettre tout à plat, parce que derrière moi, je n'ai pas un père qui lui-même avait un père, qui lui-même avait un père et qui disait, voilà, ça se fait comme ça. Et donc, moi, j'ai plein de copains vignerons qui sont malheureux parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, parce qu'il y a le poids des générations qui précèdent et qui imposent une manière de faire. Et donc, moi, j'avais cette liberté grâce à cette ignorance. Et donc, je fais des vins en monocépage, en Toscane, ce qui est quand même assez rare, hein, à part Brunello de Montalcino. Et je trouve un bonheur. Tu parlais de spontanéité, etc. Moi, je fais tout ça avec la stimulation d'un gamin. Et je prends un plaisir de fou comme un gamin fait un dessin pour son papa, ou il est fier comme Artaban. Ben moi, je voyage comme ça avec des erreurs importantes chaque année. Hein, mais heureusement que tu n'as pas fait d'études là-dessus non plus. Enfin, tu aurais été un petit peu j'aurais conditionné à faire autre chose. J'aurais fait des vins très ennuyeux, oui. Ouais. En fait, c'est assez intéressant ce que tu dis. C'est le fait qu'il n'ait pas été modélisé lui permet d'aborder le truc de façon totalement libre. Mais entendons-nous bien. Ça marche pas toujours. Oui, c'est ça. Non, chez lui, ça marche, c'est pas la question. Mais c'est qu'il y a plein de gens qui voudraient être comme ça. Il y a une génération de vignerons foutrarques en France, en Italie, principalement, qui croient comme ça que ça tombe du ciel. Malheureusement, il n'y a pas eu l'infusion avant. Et donc, ils y vont en disant, c'est pas compliqué, la nature va m'aider. La nature, elle fait pas de vin. La nature, elle fait du vinaigre. Le vin naturel, c'est juste une position de l'esprit. Si tu laisses des raisins tout seuls, ce que tu en extrairas un jour, c'est du vinaigre. Parce que ça, c'est ce que fait la nature. Faire du vin, c'est une réflexion et c'est du travail. Mais c'est vrai que ça ne se fait pas tout seul. Là, je me suis dit, ok, en fait, je m'imaginerais bien, moi aussi, en Toscane, avoir un petit domaine ou quoi. Et ça, c'est la carte postale. Ça, c'est et la après, carte postale. Puis derrière, ça s'appelle le quotidien. C'est la nuance qu'il y a entre le marketing et la réalité. On va quitter le marketing, on va rentrer dans la réalité. J'ai compris, je le ferai pas. Mais si, tu dois absolument suivre ton instinct, mais tu dois quand même être conscient que, oui, derrière la carte postale d'Olivier qui fait du vin sur la côte toscane, c'est vrai que ça laisse rêver. Mais derrière, c'est un paquet de travail. C'est un paquet de risques. On est 13 ans après. Non, mais tu m'as eu à travail. Hein. Moi, s'il faut travailler, c'est mort. Déjà, le mot travail, ça t'allait plus. Ton instinct, c'est quoi? C'est dormir, c'est bon. Ouais. Et donc, continuons. Tu fais du vin en 17. Oui, alors depuis, donc, en fait, ces vins ont mérité leur étiquette. Je me dis, en fait, Eureka. J'ai compris un truc. Et c'est dingue. T'as assemblé un puzzle en entier, là. Et donc là, t'as compris quelque chose. Et depuis, aucun de mes vins ne dépasse 6 jours de macération. Et donc, ma recette, entre guillemets, c'est ça. C'est un rendement faible et une macération très courte. J'ai une maturité optimale. Et une maturité optimale. Alors aujourd'hui, avant de mettre tout sur la tête sur la faute du réchauffement climatique, on a quand même beaucoup de choses à essayer en vigne, si pour autant on y consacre un peu de temps. Mais moi, 2021-2022, c'est respectivement 154 et 146 jours sans pluie. Et donc, je me prépare successivement. Je me dis, ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe parce que voilà, si tu t'as pas de réseau sur ton portable, il peut pas fonctionner. Si tu mets pas d'eau dans une plante, ça peut pas fonctionner. Et c'est là la magie de cette vigne qui a des ressources insoupçonnées. Alors les plus jeunes, on va les protéger. Donc moi, j'ai arrosé 2020, 2021, 2022. J'ai irrigué deux jeunes vignes qui étaient plantées en 2018. Sinon elles mouraient. Donc là, il fallait les sauver. Et pour le reste, les vieilles vignes, donc plantées en 2002, elles ont fait un magnifique travail. Et c'est notre travail qui s'est adapté parce qu'on n'avait pas d'homogénéité sur les maturités. Donc on a grosso modo
une plante avec 3 niveaux ou 4 niveaux de maturité ou 5 niveaux de maturité. Donc, au lieu de passer 3 fois en vigne pour vendanger, eh bien, 21 et 22, on passe 6 fois. Moi, ça m'arrange. C'est des équipes plus restreintes. Ça les arrange moins parce que je suis encore plus emmerdeur sur ce qu'ils vont enlever. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'au début, j'avais des amis qui venaient. qui venaient en danger. Maintenant, Non, mais ça c'était un moment magique. En 2011, ils sont venus. Voilà, ils débarquaient de Paris et de Bruxelles et il y avait une trentaine d'amis qui pour certains, ne se connaissaient pas, avaient comme point en commun Olivier et avaient, pour la plupart, on les imagine en vendange, avec entre eux de la vigne. Et il y avait des conversations qui prenaient cours sur plusieurs rangées. Et c'était un moment magique. Ouais. Et qu'en est-il des cuves en marbre? elle lâche pas son os. Hein. Je veux savoir. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. J'ai déjà lui expliqué plein de trucs. Alors, C'est un secret. J'y arrive. En fait, pour comprendre le marbre, il faut comprendre la verticalité. Alors moi, c'est une direction qui me parle. La verticalité, c'est l'ancrage, c'est la vie. Moi, je parle de manière très simple du vin, parce que je ne l'ai pas étudié. Et donc, quand on boit du vin, pour moi, le goût, c'est deux choses. C'est un aspect organoleptique, hein, les arômes, et puis c'est un aspect physique. C'est le voyage que fait la substance dans la bouche, dans le palais. Et j'aime quand le vin laisse une empreinte verticale. Donc, il va terminer son séjour dans le palais sur le bout de la langue et qu'il l'emmène, il nous emmène quelque part. Plutôt qu'un vin qui laisse une empreinte horizontale, donc qui s'installe comme un gros pacha dans mon palais. J'aime pas ça. C'est l'exubérance. J'aime pas. Je préfère un vin qui est délicat, pour lequel je me demande, il est là, mais je me le demande longtemps. J'ai jamais fait attention à cette dimension du Voilà. vin dans la bouche. Après, t'as pas non plus goûté du vin pour goûter du vin. C'est bien vrai. Mais voilà, Verticaux. en général, c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, il y a cette verticalité dans le palais, il y a la verticalité dans les sols. Et donc, les 60 premiers centimètres sont les centimètres essentiels. Donc, moi, je travaille en biodynamie. C'est là où la vie s'opère. Ça, où toute l'activité bactérienne, microbienne opère, c'est ça. Et donc, c'est un principe fondamental avec la vigne qui relie le sol et les astres. Et il y a une autre verticalité, c'est une verticalité géographique. On part de la Champagne, on arrive dans le Jura avec Trousseau, Poulsard, les Pinots Noirs, l'Alsace, la Bourgogne, le Gamay, dans le Beaujolais. On arrive en Savoie, Haute-Savoie avec la Mondeuse. On passe la frontière, on arrive sur les Barbera, Nebbiolo, puis on arrive sur les plaines d'Émilie-Romagne et de Toscane avec le Sangiovese et Ciliegiolo. Et tout ça, c'est 1200 km de frères en vinification séculaire qui traduisent des cépages qui ont cette verticalité naturelle en bouche et qu'il est facile de trahir avec trop de maturité, trop d'extraction, trop d'élevage. Donc, il faut beaucoup de fidélité et donc de mise en retrait du vigneron. Donc, un ego qu'on met sur le côté pour être fidèle à ce cépage. Et je cherche cette verticalité. Et je reviens alors maintenant à ta question. Donc, l'aventure du marbre, grosso modo, on est à la fin du confinement et on est 3 protagonistes. Il y a un chef, il y a un marbrier et il y a un apprenti vigneron. Et donc, il y a le chef qui descend de France, qui arrive dans sa maison en Toscane, qui est à 1 heure de chez moi. Et il m'appelle, il me dit « Demain, repas à la maison. » Tu m'étonnes. Donc, demain, on arrive et je gare ma voiture. Il faut savoir que ce chef, tu le connais parce que tu lui as déjà vendu du vin. C'est pas le hasard. Non, je ne le connais pas parce que j'ai vendu du vin. Je l'ai connu il y a 7 ou 8 ans.
dans un épisode où on passe un moment à table ensemble, je ne le reconnais pas. Oui, c'est vrai, j'ai oublié cette On histoire. passe un super moment, mais on est hors contexte. On est à Saint-Ouen, à Paris. Je suis avec Julien Segar, le parrain de mon gamin, qui me dit il y a une dame là qui vient d'ouvrir un stand. Elle est sculpteur et avec son mari qui est chef, il cherche une maison en Toscane. Plus à Paris. Je dis ok, mais on va lui parler, etc. On va se présenter. On voit Laurence Bonnel, qui est l'épouse d'un chef, voilà, bon, et on parle d'Italie, de Toscane, et puis voilà, je dis voilà où je suis, je lui explique un peu mon histoire, et je lui dis que je suis à disposition si je peux les aider. Elle reçoit un texto, et puis elle dit mon homme arrive, on peut manger ensemble si vous voulez. Ah oui, d'accord. Et puis on va manger dans le restaurant de Stark à Saint-Ouen là, et puis ça se passe plutôt bien. Et puis il parle pinard parce qu'il envisage aussi peut-être la possibilité de faire du pinard sur place. Et puis je lui dis écoute, voilà, je vais te laisser, j'ai un peu de vin dans la voiture, je vais te laisser un carton, comme ça tu goûtes et tu te rends compte de ce qu'on fait dans le coin. Et il me dit super. Et puis il me dit quand tu reviens à Paris, tu me téléphones et tu viens manger au resto. Et donc il me donne son 06. Et donc j'inscris Yannick et je dis mais. Et le nom de famille, je mets quoi? Et il me dit Aleno. Et puis là, je regarde et j'éclate de rire. Je dis, je suis désolé, je n'ai pas reconnu. Mais c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc, à chaque fois qu'il débouche une bouteille, il m'envoie des textos. Putain, c'est super bon, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais je ne lui vendais pas de vin. Je lui ai vendu du vin un peu plus tard, mais voilà. Et donc c'est Yannick arrive. Et alors je gare la voiture chez Yannick et puis j'entends c'est toi Olivier? Et je me retourne et je vois un monsieur. Il dit oui, c'est moi. Ah, enchanté, moi c'est Paolo. Enchanté Paolo. Avec l'accent italien. Et qu'est-ce qui va sortir de cette soirée, hein? Un chef, un vigneron et un marbrier. Hein, de fait. Mais ça a déjà commencé. Là, c'est le moment où moi je commence à réfléchir. Quelques bouteilles après, je parlais de verticalité, et donc je parle de verticalité quand même à Yannick Aleno. Hein, donc Yannick Aleno, il a un parcours, une approche de la cuisine qui est quand même différente. Oui, et puis c'est un pionnier, c'est aussi quelqu'un qui a défragmenté le concept de sauce pour parvenir à plus de précision. Voilà, et donc je parle de verticalité, et puis Yannick dit un vin dans le marbre, ça s'est déjà fait ça, un vin dans le marbre blanc, c'est super. Et les mecs bourrés à la fin de la soirée font chiche. Ça c'était jamais fait. Et puis il me dit ça existe, et je lui dis on a bricolé des trucs, mais on n'a jamais fait des contenants décents. Et mais moi ça fait, tu vois, depuis le parking là, j'y pense, et ça s'est mis en route. Et puis Paolo, il monte dans le train, il me dit il te faudrait quoi? 2 œufs, nombre d'or, 9 hectos. Ok, tu les as dans 2 semaines. Ok. Et donc on continue, etc. Le lendemain, on se remet un peu de nos émotions. Moi, le surlendemain, je fais un rêve incroyable de marbre blanc, etc. Je me réveille, c'est pas possible. Et j'appelle Yannick, je lui dis écoute, l'ADN de ta blague, là, on y va, quoi. On le fait. On va aller prendre un bloc de 35 tonnes. 35 tonnes, c'est ça, quoi. C'est la moitié de ça. C'est moitié de la pièce. Oh la vache. C'est grand, 35 tonnes. Bah ouais. Bien que la pièce soit petite. Et donc, les 2 semaines de Paolo deviennent 5 mois. Il faut savoir que Paolo, il est équipé comme la NASA. Hein, donc, il a des robots avec des bras articulés, etc. Et donc, ça lui prend 5 mois. Et donc, il façonne 2 œufs qui ne seront pas de 9, mais de 18 hectos. Donc, nombre d'or. Les œufs, c'est donc les cuves. Donc, ce sont des jarres en forme ovoïde. Ouais. Donc, pour appuyer un mouvement brownien et une circulation permanente du vin et naturelle à l'intérieur des jarres. Et donc moi, la pression quand même, elle monte un peu. Que Yannick Aleno, 35 tonnes de marbre. De Carrare. Non, c'est mieux que Carrare, monsieur. Parce que Carrare, on a 600-700 mètres. Là, c'est Montaltissimo, avec une cave, avec une carrière dont l'accès était redessiné par Michelangelo Buonarroti. Et on a les marbres les plus purs du Montaltissimo, qui s'appelle le marbre blanc de Seravezza.
Et donc, voilà, c'est le marbre blanc du David, etc. C'est ces marbres-là. Donc, moi, je commence à quand même flipper. Et donc, voilà, j'ai rien étudié dans le vin, mais il va falloir quand même que je m'y mette un peu parce que là, il y a deux matières. Il y a deux matières qui vont. Alors, ces deux matières qui. Alors, on a du vin qui est binotable depuis 8000 ans. On a le marbre qui a binocité depuis autant de temps. Mais personne n'a jamais mis ces matières ensemble. Et tu avais un peu de marge, toi, pour faire des tests dans ces... Donc, je demande à Apollo de me faire des morceaux, des échantillons du bloc de 5 par 5 par 1, combinés à 3 litres de vin dans un bocal. C'était le rapport de surface de marbre avec le vin. Et donc, je fais des essais avec... Et donc, je comprends qu'il faut saturer le marbre parce que le calcaire actif va exploser le pH et tuer l'acidité. Donc, on n'a plus de vin après 3 semaines. Donc, je sature les jarres. Et puis, quand j'arrive à des paramètres inchangés par rapport au vin témoin, je me dis, on est bon. Et donc, je plonge 36 hectos de vin dans deux jarres. Et voilà. Et on a analysé ce qu'on connaît, c'est-à-dire rien. Donc, mais heureusement, dans les paramètres qu'on analyse, c'est les paramètres fondamentaux pour les conditions de vie d'un vin. Donc là, on est bon, mais l'impact est instantané. Or qu'elles sont saturées, les jarres. Et donc, j'ai cet impact de marbre, de tanin de pierre qui est là, qui est présent, et mâmonné déjà. Et donc, en fait, il va faire 14 semaines d'élevage. Après, je le mets en masse. Et puis, fin novembre, je le mets en bouteille. Et je le goûte déjà après un mois. Je lis la manière dont s'intègre le tanin. Et je suis rassuré. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais tu sais que ça va être bon, quoi. Il arrive. D'accord. Et donc, 4 mois après, on fait une dégustation à Paris avec des sommeliers, des vignerons. Et là, c'est la consécration. Donc moi, je ne dis pas un mot. J'ai une caudalie de 10 minutes quand même. Et je laisse le vin s'exprimer. Et puis, voilà, le vin a ravi tout le monde. On a fait un déjeuner de presse au pavillon Ledoyen fin novembre 2022. Et puis là aussi, il fait l'unanimité parce qu'il y a l'aspect technique, mais il y a autre chose. Il y a une dimension. Il faut savoir que les contenants ont toujours été faits dans des matériaux cuits. On a besoin de terre, d'eau, d'un bras pour faire des jarres, un four. Et puis voilà, là, c'est de la terre crue, la pierre crue. Et l'impact, d'un point de vue énergétique, il est là. Et donc, grosso modo, il n'y a pas d'impact organoleptique, mais il y a une trame physique du vin en bouche qui va prolonger, donc qui va allonger le vin dans sa caudalie sur une trame de fraîcheur qui est, voilà, je pense que je pourrais pas aller plus loin en termes Attends, c'était en quelle année ça, rappelle-moi? C'est maintenant. C'est maintenant, là, on vient de sortir. Ouais. Et là, hier, on a fait, justement, chez Christophe Hardikest, chez Mensa, on a fait la première présentation pour les particuliers. Incroyable. Ça se vend à peu près combien la bouteille? Alors, ça se vend 1085 € la bouteille en prix public. Alors là, on dit qui fait des lobbies, qui sort qui à 1000 €. En fait, les jarres en marbre, elles vont être commercialisées à partir de 2024 et c'est 100 000 €. Alors ça, c'est une indication. Et ça, c'est toi aussi? Non, c'est pas moi qui fais les jarres. Non, mais je sais pas si t'es rentré dans le bazar ou quoi. Donc, on est partenaire sur ce projet, on est partenaire à 3. Et donc, c'est un coût énorme. Bah ouais, tu m'étonnes. Et puis, il n'y a pas que ça pour définir un pricing. On compare aussi. Donc, on a ouvert quelques quilles de cet acabit. Et puis, on a bu le nôtre à côté. Et on s'est dit, mais non, en fait. Et là, il y a un Guillaume Pire qui était là à la dégustation le 7 mars au pavillon Ledoyen, avec, en petit comité. Et Guillaume a un franc-parler. Et donc, à un moment, il dit bon, Yannick, Olivier, c'est mon ami. Mais cette quille, si vous la sortez à moins de 500 balles prix pro,
Bah, Olivier, je lui parle plus. Il dit, bon, mais pourquoi? Écoutez, vous avez mis vos couilles sur le grill. Ouais. Vous êtes les premiers à avoir fait ça. C'est un projet de 2 ans et demi. Ce vin, face au grand, il ne pâlit pas, voire il offre quelque chose de différent et de très positif. Si vous le mettez plus bas, vous allez tuer le produit, vous allez le déprécier. Yannick lui a dit 20 fois, ouais, t'as raison. Et donc, on l'a mis à 600 € prix pro pour les importateurs. Et donc, ça arrive à 1085 € Et ça, la je me suis bouteille. posé la question, comment est-ce que tu définis le prix de ton vin? Mais c'est ce que je viens de te dire, en fait. Non, Si t'écoutais le monsieur il y a qui ça- parle, Comment t'en es arrivé Il y a- à quelqu'un qui t'a dit tu le vends pas à moins de 500 sinon tu vas mais déprécier tu prends ça. des références, et tu regardes Il y a ce que ça te coûte. Et puis ça, c'est une méthode, une voie pour définir certains paramètres. Et puis, il y a la comparaison. Et donc, tu vas aller goûter des vins qui sont dans ces eaux-là, en termes de prix. Et puis, tu vois où le tien se positionne. Ok. Et c'est une conjoncture de plusieurs... Comment on chiffre le prix d'une société. Là, il n'y a pas un prix. Il y a différentes approches. Ouais, et puis, je vois. tu arrives en mélangeant ces paramètres à établir un prix. Et puis c'est la quantité que tu as. Voilà. Masseto, qui est un très grand vin, qui est très cher, etc., ils font 70 000 bouteilles. Ce vin, la première cuvée, il y a 1000 bouteilles. Donc, et Guillaume lui dit, les gars, vous avez 1000 bouteilles, grosso modo, vous avez besoin de 135 clients sur la planète qui va acheter une caisse, ça va aller? Et voilà, donc c'est aussi le défi qu'on a d'un point de vue commercial avec voilà, Yannick Aleno, qui est quand même prescripteur de haut niveau. Quand même, c'est quelqu'un qui Il y a un truc assez fascinant, c'est que, comme tu me l'expliquais avant qu'on enregistre, il y a des gens qui te snobent depuis 10 ans, qui soudainement, parce que tu as des bouteilles à 1000 balles, sont en train de te lécher les pompes pour pouvoir en acheter 3, quoi. Un peu de choses près, c'est ça. C'est voilà, voilà, dans voilà, moi mon projet Forimondo, c'est des vins qui sont pas bon marché. C'est des vins sur une certaine gamme de prix, c'est entre 20 et 80 €, donc c'est pas rien. Mais c'est pas des vins qui me permettent de m'enrichir. C'est des vins qui me permettent de maintenir le projet, et je produis cher. Ça me coûte cher. Le travail que je fais en vigne, c'est un travail que personne ne voit. Que peu de gens voient et dont on ne se rend pas compte de l'implication, de l'énergie et de l'argent que ça coûte. Moi, les premières années, à partir du 15 juillet, je passais mes nuits en vigne. Donc, il faut quand même comprendre que le sanglier, moi, le grand respect, parce qu'il n'y a rien qui l'arrête. Mais c'est quand même un peu l'animal qui m'énerve, parce qu'il rentre dans ta vigne, il ne mange pas 3 grains, il mange tout. Et un jour, j'étais en vigne, c'était le jour de mon anniversaire, et Eric m'appelle. J'avais oublié de mettre mon téléphone sur silencieux. Et j'étais en train de guetter justement les sangliers. Et voilà, mais ça fait partie aussi de la vie de vigneron. Maintenant, tout ça est presque dans leur entièreté. Toutes les vignes sont clôturées, mais... Et les sangliers sont maigres. Les sangliers, les sangliers, en fait, ça énerve un peu les chasseurs, mais le loup s'est proliféré de manière intéressante. Moi, j'aime beaucoup le loup. Les chasseurs, beaucoup moins, mais moi, j'aime beaucoup le loup. Et donc, on a beaucoup moins de sangliers qu'avant. Il en reste, hein, mais voilà. On ne braconne plus que le sanglier, on braconne aussi le loup maintenant. Je propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Oui, c'est Pour bien, qu'on parle de vin encore, mais pour qu'on parle du côté obscur de la force et de ton travail à éclairer le côté obscur de la force. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Merci les amis. Vous retrouvez qu'on se le dise sur toutes les plateformes, Spotify, Apple et sur mon site www.ericboschmann. Il y a plein de choses super intéressantes à apprendre. C'est le truc des podcasts, c'est long et chiant, mais qu'est-ce qu'on s'amuse.